Aux Antilles, il y a de nombreuses légendes et superstitions. En Guadeloupe, l'une des plus populaires est le soukounian. Un homme ou une femme décide de passer un pacte maléfique afin d'acquérir le pouvoir de se transformer en oiseau noir ou en boule de feu étincelante comme une sorte de feu follet. Cette apparence lui permettra alors d'accomplir ses méfaits plus facilement. À la nuit tombée, il s'envole et peut parcourir des kilomètres en toute légèreté et se mettre à la recherche de ses victimes qu'il semble vampiriser, car ces derniers se réveillent le matin avec des bleus ou des morsures sur le corps. Pour entamer sa métamorphose, il doit se rendre sous un arbre immense couvert d'épines pouvant mesurer jusqu'à 40 mètres de haut. C'est le fromager, appelé aussi arbre aux esclaves aux Antilles. À l'époque de l'esclavage, des hommes y étaient attachés pour les punir. Lorsque le soukounian se rend dans ce fameux fromager, il se dit qu'après avoir fait quelques incantations, ce dernier ôterait sa peau humaine pour la suspendre sur les branches, puis prendrait l'aspect voulu. Mais par contre, il doit impérativement regagner son enveloppe charnelle avant le lever du soleil, car s'il ne le faisait pas à temps, il serait condamné à rester sous cette forme pour toujours. Pour contrer les attaques de cette créature malfaisante, on dit qu'il faut tracer des croix sur les murs, planter une aiguille ou un sabre dans la terre. Mais le meilleur moyen de s'en débarrasser radicalement est de trouver sa peau, puis la cacher en lieu sûr, là où il ne la trouvera pas. On peut également y mettre quelque chose d'irritant, comme du sel ou du piment. Partons maintenant sur une autre île, voisine de la Guadeloupe, la Martinique. On raconte que là-bas, un être malsain appelé Dorlis, qu'on confond souvent d'ailleurs avec le soukounian, s'introduirait la nuit dans les habitations pour avoir des relations intimes avec des femmes et parfois même des hommes. Bien sûr, tout ça sans leur consentement. Dans certains pays d'Afrique, comme le Burkina Faso et le Sénégal, où cette créature sévit également, on le surnomme Mari de nuit. Il faut savoir que ce fameux Dorlis est avant tout un être humain, comme vous et moi. Ça peut même être un voisin ou une connaissance. Il aurait le pouvoir de se transformer en être invisible. Pour quitter son corps charnel, il se sert d'un livre appelé « Vielive » en créole. Livre de magie noire qui n'est pas à mettre dans les mains de tout le monde, car sa lecture pourrait rendre fou. Ceux qui décident de l'utiliser pour pratiquer le dorlicisme, comme on l'appelle, ont intérêt à avoir une grande force mentale. En tout cas, rien ne sert de se barricader chez soi, car cet être maléfique s'introduit chez les gens en se faufilant par le trou de la serrure ou dans le petit espace en bas de la porte. Celui-ci se dirige ensuite vers la chambre de sa victime pendant qu'elle est complètement endormie, puis tente d'abuser d'elle. Au cours de l'attaque du Dorlis, il paraît que la personne peut croire à un rêve érotique et ne pas s'en rendre compte, ou avoir un sommeil très agité. À ce moment-là, elle a l'horrible impression que quelque chose la cloue au lit, quelque chose de puissant, couché sur elle, la cloîtrant dans une sorte de demi-sommeil. Ainsi, elle ne peut se réveiller complètement. Pourtant, cette dernière essaye de se débattre et de crier, mais n'y arrive pas. On dit que parfois, en priant très fort, avec foi, on peut arriver à se libérer de son emprise et à le faire fuir. Mais pour éviter une attaque de Dorlis, ceux qui croient en son existence dorment avec des vêtements ou des sous-vêtements à l'envers, parfois avec une paire de ciseaux placés sous le lit. Il existe aussi une autre créature légendaire aussi terrifiante que le Dorlis et le soukounian, très connue aux Antilles, mais
qui cette fois-ci n'a aucunement besoin de pactiser avec le mal pour acquérir des pouvoirs magiques, puisque c'est le mal personnifié. Cet être prend tout de même l'apparence d'un humain au féminin, une femme d'une beauté devant laquelle très peu d'hommes résisteraient, tant elle est ensorcelante. Aujourd'hui, cette légende est moins vivace, mais dans le passé, il y a eu de nombreux témoignages. En effet, certains affirment avoir fait cette effrayante rencontre qu'ils n'ont d'ailleurs jamais pu oublier. Vêtue d'une belle robe lui arrivant jusqu'aux pieds, un visage envoûtant, un corps sensuel, c'est grâce à tous ces atouts que la diablesse a pu les séduire. Mais, à vrai dire, si ces derniers avaient été des hommes plus sages, ils n'auraient certainement pas vécu cette mésaventure cauchemardesque. Il faut savoir que pour arriver à ses fins, cette créature vise les proies les plus faciles, des coureurs de jupons, ceux qui ont le sang chaud et qui ne peuvent passer à côté d'une jeune femme belle de surcroît sans lui faire des yeux d'eau. C'est souvent très tard le soir que la diablesse guette ses futures victimes, parfois au détour d'une boîte de nuit ou encore en période de carnaval aux Antilles. À ce moment-là, tout le monde est de sortie pour faire la fête, l'insouciance est de mise et tout est propice au rapprochement. Lorsqu'il croise son regard, il est déjà sous son charme, complètement subjugué par sa beauté. En un rien de temps, ils ont fait connaissance. Il est impatient et ne se méfie pas. Il se réjouit déjà de savoir qu'il va pouvoir passer la nuit dans les bras de sa nouvelle conquête. Il décide donc de la ramener chez lui, ou dans un endroit tranquille pour s'adonner à des plaisirs intimes. Mais arrive le moment où pendant leurs ébats, il finit par se rendre compte que quelque chose cloche. En effet, sous la longue robe de cette jolie femme, il découvre l'impensable. Son pied gauche n'a rien d'humain. À la place, c'est un sabot de cheval. Il n'en croit pas ses yeux. Très rapidement, la peur l'envahit et le tétanise. Il est peut-être trop tard, car bien sûr, cette chose ne lui veut pas du bien. Aussi, sa seule chance de s'en sortir, avant que cet être maléfique ne l'entraîne avec lui au fin fond de nulle part, ou pire ne le tue, est de prendre ses jambes à son cou le plus vite possible et sans se retourner. Parmi ceux qui l'ont rencontré, certains ont eu la chance de pouvoir fuir, mais on raconte que d'autres ont été moins chanceux, car la diablesse les a emportés avec elle ou les a tués. À une lointaine époque, sur l'île de la Guadeloupe, il y avait une commerçante antillaise qui vivait à Anse-Bertrand, une commune située au nord de l'île. Cette femme s'appelait Madame Coco, ou plutôt Mont Coco en créole. Cette dernière ne supportait plus sa condition modeste et rêvait de faire fortune un jour. Ce désir grandit de plus belle lorsqu'une autre commerçante, Madame Grandfond, débarqua dans le bourg. Cette femme était belle et était appréciée de tous. Mais ce qui fit enrager encore plus la commerçante, c'est que celle-ci était fortunée. Rongée par la jalousie, elle ne put s'empêcher de commettre l'irréparable. En effet, cette dernière fit un pacte avec le diable. Ce pacte lui permettrait de faire fortune rapidement et d'être encore plus riche que sa rivale Madame Grandfond. Comme on le sait, avec le diable, rien n'est jamais gratuit. Et bien entendu, il lui demanda une contrepartie, un sacrifice humain. Elle accepta, le pacte fut conclu. Puis, très vite, Madame Coco devint riche comme elle l'avait toujours voulu. Cependant, aveuglée par son nouveau statut de femme fortunée, celle-ci oublia la promesse qu'elle avait faite au diable et ne respecta pas le pacte. Ce dernier, furieux, pour la punir,
lui donna rendez-vous sur les falaises d'Anse-Bertrand et l'obligea à lui offrir son corps ainsi que son âme. Puis il fit apparaître une monstrueuse vague dans laquelle elle se noya. Situé à Anse-Bertrand, il y a un lieu qu'on appelle la Porte d'Enfer. Malgré ce nom, cet endroit est magnifique et là-bas se trouve une sorte de grotte qui donne sur la mer. On dit que c'est à cet endroit que Madame Coco se noya. D'ailleurs, aujourd'hui, cette grotte porte son nom. On l'appelle le trou à Mancoco. Nous sommes quelque part sur l'île de la Guadeloupe. Le ciel commence déjà à s'obscurcir. L'heure n'est pas si tardive, pourtant, étrangement, il n'y a pas un chat dans les rues. C'est comme si tout le monde avait disparu. Mais ce n'est pas le cas, car en réalité, ces derniers sont tous rentrés chez eux, alors qu'il y a quelque temps, de nombreuses personnes étaient encore dehors à cette heure-là, et parfois bien plus tard que ça. La nuit est là, bien sombre, et un silence de mort l'accompagne. Quelque chose se trame, car tous les habitants se sont barricadés dans leur maison, avec la peur au ventre. Aucune porte, ni aucune fenêtre n'est oubliée. Mais pourquoi agissent-ils ainsi? D'où vient cette frayeur étrange? Eh bien, on raconte que celui qui oserait s'aventurer dans les rues en pleine nuit serait en grand danger et pourrait bien alors se retrouver nez à nez avec quelque chose de terrifiant. Une créature qui, selon certains, pourrait d'un seul regard vous rendre aveugle. Cette créature porte un nom étrange, Bête à Manhibet, la bête de Madame Hubert. Esprit maléfique, sorcière, sorte de monstre, depuis que cette chose rôde dans le coin, personne n'ose l'observer, même par le trou de la serrure. Mais en revanche, tout le monde l'a entendu. Il est plus de minuit. Brusquement, un long cri strident brise le silence de mort qui régnait jusque-là. À ce cri qui semble venir tout droit de l'enfer, s'ajoute un terrible bruit de chaîne qu'on traîne lentement. Derrière les portes de chaque foyer, les hommes, les femmes et surtout les plus jeunes semblent figés par la peur en entendant la créature qui déambule tout près des habitations. Personne ne l'a jamais vue, pourtant beaucoup affirment que la chose serait dotée de plusieurs têtes monstrueuses, 3 plus précisément, et que ce seraient des têtes de chiens. D'autres disent que c'est une diablesse ou encore une femme transformée en truie, entraînant avec elle ses nombreux petits. En fait, la bête à Manhibet est une légende dont se servaient certains parents en Guadeloupe pour effrayer les enfants, afin que ceux-ci ne traînent pas dehors le soir. L'idée qu'une telle créature soit dans les parages les rendait peut-être plus obéissants. Alors légende ou réalité, en tout cas personne ne l'a jamais vue d'après ce que l'on dit. Mais si jamais un jour tu entendais le bruit d'une chaîne, ainsi qu'un cri terrifiant au beau milieu de la nuit, ne sois pas trop curieux, dépêche-toi de rentrer chez toi et ferme la porte à clé. Car qui sait, c'est peut-être la bête à Manhibet. Les zombies sont bien réels. Bien sûr, il ne s'agit pas de ces cadavres décrépits qui s'extirpent de leur tombe la nuit dans un cimetière désert pour attaquer et dévorer les vivants. Ceux-ci, comme on le sait, n'apparaissent que dans les séries et films d'horreur américains. Par contre, une chose est sûre, c'est que les USA se sont inspirés des vrais zombies pour créer ce genre de film à succès. En 1915, les États-Unis envoient des Marines en Haïti.
Durant l'occupation de l'île, qui dure presque 20 ans, ils y découvrent une étrange pratique qu'on appelle la zombification. En 1932, inspirés par ce phénomène, des réalisateurs de films muets portent à l'écran White Zombie, le tout premier film de ce genre. Par la suite, toute une série de productions sur ce thème, telles que La Nuit des Morts Vivants, etc., sont réalisées. Nous sommes le 30 avril 1962 en Haïti. Un homme d'une quarantaine d'années tombe malade et meurt à l'hôpital de Deschapelles. Il s'appelle Clervius Narcisse. Il est enterré le lendemain, mais alors qu'il était censé avoir quitté ce monde à jamais, ce dernier réapparaît mystérieusement en 1980. 18 années se sont écoulées. C'est donc un vieil homme, mais bien vivant, en chair et en os. Déambulant dans la ville, il finit par retrouver sa sœur dans un marché au nord-ouest de Port-au-Prince, la capitale. Il lui fait part de ce qu'il aurait réellement vécu durant tout ce temps. Chose incroyable, il affirme avoir été mis en terre alors qu'il était complètement conscient des événements. On ose à peine imaginer l'angoisse que cet homme a dû ressentir, le pire cauchemar qu'on puisse vivre, être enterré vivant. Suite à ça, on l'aurait déterré puis forcé à travailler dans une plantation avec d'autres personnes comme lui. Alors pourquoi et comment cela a pu se produire? Eh bien en réalité, Clervius aurait été empoisonné par une mixture appelée poudre de zombie et c'est son propre frère qui en aurait fait la demande. Ce dernier n'a pas hésité à gâcher 18 années de sa vie pour une raison pas si étonnante finalement, quand on sait que certaines personnes sont capables d'éliminer père et mère pour ça, pour l'argent. Dans ce cas précis, pour une simple histoire d'héritage. Normalement, la zombification est condamnée par la loi et considérée comme un assassinat. Pourtant, il paraît que 1000 nouveaux cas de ce genre seraient recensés chaque année sur l'île. Haïti, l'île de la Caraïbe, où le vaudou est reconnu comme une religion à part entière, très important pour certains et vu d'un mauvais œil par d'autres. Le vaudou est à l'origine de la zombification. Avant tout, cette pratique est une sanction infligée à une personne qui a commis des actes graves, des actes criminels. Il est ensuite jugé, et s'il est coupable, il est condamné à être zombifié par une sorte de tribunal vaudou. Donc, normalement, si on n'a rien à se reprocher, on ne peut pas risquer de subir cette terrible condamnation. Pourtant, les Haïtiens craignent parfois qu'un membre de leur famille ou qu'eux-mêmes en soient victimes. Car bien sûr, il y a des dérives et cette pratique est parfois utilisée à tort et à travers pour une vengeance, par jalousie ou par pure méchanceté. Pour zombifier quelqu'un, le prêtre vaudou va fabriquer de la poudre de zombie et l'un des ingrédients principaux de ce mélange est la tétrodotoxine à laquelle on rajoute d'autres éléments et aussi une substance irritante qui permet de faire pénétrer le poison dans la peau lorsque la victime se gratte. La tétrodotoxine est présente chez certaines espèces de poissons, les tétrodons ou poissons globes. Très réputé dans la cuisine japonaise, ce poisson doit être préparé par le cuisinier avec beaucoup de précautions. Une fois qu'il aura fabriqué la fameuse poudre, le sorcier vaudou va l'introduire dans les chaussures ou dans les habits de sa victime. Plus tard, celle-ci va plonger dans une sorte de coma. Paralysée, ses battements cardiaques sont si lents qu'on est persuadé de son décès. Déclaré mort cliniquement, il est forcé d'assister à ses propres funérailles. Coincé entre 4 planches, pour sa famille, il est mort,
mais celui-ci est conscient de ce qui se trame autour de lui, ne peut ni bouger ni crier sa détresse. Alors on descend ensuite le cercueil dans le tombeau. Puis, quelques heures plus tard, dans la nuit, le sorcier assisté de malfaiteurs appelés les loups-garous procède à l'ouverture de la tombe et déterre le zombie. Pour que son cerveau soit de nouveau irrigué, l'individu est mis tête en bas. Puis, il lui frotte le corps resté trop longtemps sans bouger afin de lui détendre les muscles. Aussi, pour le réveiller complètement, ils lui font boire un antidote à base de feuilles de concombre zombie trempées dans l'alcool. Il est aussi fouetté et aspergé d'eau froide. On l'enchaîne. Puis on l'emmène loin, très loin. Drogué, l'individu n'est plus que l'ombre de lui-même, comme une sorte de poupée téléguidée, à la démarche mal assurée, au regard vide et pouvant à peine s'exprimer. Le zombie, ainsi privé de son libre arbitre, pourra être alors exploité pour travailler dans les plantations de canne à sucre ou en tant que domestique. Son calvaire peut durer très longtemps, 10, 20, 30 ou plus encore. Parfois, certains zombies réussissent à se libérer du joug du sorcier si, par un heureux hasard, celui-ci décède, ou encore si par mégarde, son maître met du sel dans sa nourriture. Car en effet, ce condiment est interdit aux zombies, puisqu'il permettrait à ce dernier d'être à nouveau lucide. Il y a une créature légendaire en Guyane qui porte un nom assez curieux, le Maskilili. Difficile d'en faire une description en détail, mais si par mégarde vous le croisez un jour, deux choses vous permettront tout de même de le reconnaître. Premièrement, sa taille, car il est petit, un peu comme une sorte de lutin diabolique. Et deuxièmement, celui-ci a une particularité assez effrayante, il a des pieds à l'envers. Il paraît que c'est au beau milieu des bois que le Maskilili se terre. Et si vous aimez vous promener en forêt, ne restez pas trop longtemps dans les parages, car à la nuit tombée, vous risquez peut-être de le croiser. Ce dernier n'est pas censé vous attaquer de front. Par contre, si l'idée vous vient d'essayer de le suivre, méfiez-vous, car vous risquez de ne plus retrouver votre chemin. En effet, on dit que ce petit monstre aime bien se jouer des gens qui essayent de le traquer, en faisant en sorte qu'il se perde dans la forêt. Et c'est justement à ça que lui servent ses pieds à l'envers. Parfois, il paraît que pour manger, il est amené à s'approcher des maisons. Il apprécie particulièrement les grains de café et le piment, et on dit aussi qu'on peut l'entendre siffler lorsqu'il est à la recherche de nourriture. Qu'il soit réel ou pas, le Maskilili a été par le passé souvent utilisé pour tenter de faire peur aux enfants. On leur racontait que la créature pouvait les kidnapper s'ils n'étaient pas obéissants, ce qui en dissuadait plus d'un, tant ça les effrayait. Le maître-bois, comme le Maskilili, est aussi une créature de la forêt. Et comme son nom créole l'indique, il y règne en maître. On dit qu'il n'apprécie pas du tout les sifflements, donc lorsque vous vous promenez dans les bois, évitez de siffler car il pourrait peut-être bien se mettre en colère et décider de vous entraîner avec lui dans son antre et vous garder prisonnier durant des mois. Cet être terrifiant est comme une sorte de géant car il mesurerait 3 fois la taille d'un être humain. D'après la légende, le maître-bois serait couvert de poils et aurait une grande barbe. Il est parfois décrit comme un unijambiste et se servirait alors d'un tronc d'arbre pour se déplacer. Il y a une autre légende de Guyane qui, contrairement aux deux premières, ne hante pas les forêts, mais plutôt les rivières guyanaises. Cette créature a l'apparence d'une femme, en grande partie, sauf qu'à la place des jambes, elle a une queue de poisson. C'est donc une sirène qui porte le nom de Mamandilo, la mère des eaux. On dit comme pour toutes les sirènes qu'elle est séduisante. Si séduisante que si un jour vous la croisez,
vous succomberez forcément à son charme. Alors ensuite, elle vous enlèvera et vous emportera avec elle au fond de la rivière. Cette sirène est aussi un personnage légendaire de l'île de la Martinique. Il y a même une sculpture à son effigie. Elle pèse plusieurs tonnes et se trouve sous l'eau dans la baie de Saint-Pierre en Martinique. Il y a très longtemps, à la fin de l'esclavage en 1848, sur l'île de la Réunion, après avoir vendu ses terres, M. Armand, un petit propriétaire, part s'installer dans les Hauts à Salazie. L'homme avait une épouse. Celle-ci était douce, gentille, mais surtout d'une grande beauté. Son mari l'aimait éperdument, et de cette union était née une petite fille. M. Armand ne pouvait vivre sans sa moitié. Seulement un jour, brusquement, elle tomba gravement malade et perdit la vie. Juste avant de mourir, elle fit promettre à son époux de bien prendre soin de leur fille. L'homme, complètement anéanti, travaillait sans relâche et jour après jour, Amanda, sa fille, grandissait et devenait de plus en plus belle. Comme sa mère, c'était une jeune femme gentille et douce. Son père en était fier et l'aimait beaucoup. Il avait perdu sa femme et ne comptait pas la perdre elle aussi. C'est pourquoi il refusait systématiquement toutes les demandes en mariage pour sa fille, trouvant toujours un défaut à chaque prétendant. Puis un jour, un homme nommé Henriot se rendit chez M. Armand pour lui demander du travail. Il fut engagé en tant que jardinier, et comme il se débrouillait plutôt bien, le propriétaire lui proposa alors de s'installer dans une petite dépendance au fond du jardin. Un matin, le jeune jardinier, visiblement attiré par Amanda, décida de lui offrir une jolie rose. Troublée par son geste, la jeune fille se mit à l'espionner, et un jour, elle vit ce dernier retirer ses vêtements de jardinier et enfiler un très beau costume. Étonnée, le lendemain matin, elle lui fit parvenir un mot, lui demandant des explications sur ce qu'elle avait vu. Ce dernier décida de lui donner rendez-vous le soir même sous un arbre. Curieuse, Amanda se rendit à ce rendez-vous. Henriot l'attendait déjà très élégamment vêtu. Le jeune homme lui raconta alors son secret. Il n'était pas celui qu'il prétendait être. En réalité, c'était un riche propriétaire. Comme beaucoup d'autres, il avait entendu parler de la beauté d'Amanda, et il entreprit de venir à sa rencontre jusqu'à Salazie afin de conquérir son cœur. Durant toute la nuit, Henriot lui fit la cour, et la jeune fille, ne résistant pas au charme du beau jardinier, finit par tomber amoureuse de lui. Très épris l'un de l'autre, ils se virent en cachette, mais ne pouvant plus continuer ainsi, ceux-ci décidèrent de tout avouer à M. Armand, espérant que ce dernier accepte qu'ils se marient. En apprenant la nouvelle, le père de la jeune fille entra dans une grande colère et renvoya Henriot sur le champ. Puis, il enferma sa fille dans sa chambre. Amanda réussit tout de même à s'enfuir et rejoindre l'homme qu'elle aimait. Tous deux se rendirent à l'église et demandèrent au curé de les marier au plus vite. La cérémonie fut programmée à 6 heures du matin. Malheureusement, M. Armand se levait toujours de très bonne heure, le matin à 5 heures. En allant dans la chambre de sa fille, il ne la trouva pas et décida de la chercher partout. Très énervé, il finit par se rendre à l'église. En ouvrant les portes, il les trouva devant l'autel. Ils venaient de se marier. M. Armand, désespéré, se mit dans une rage folle et poussa un cri effroyable. Pris de panique, les deux jeunes mariés décidèrent de s'enfuir dans la montagne afin d'échapper à la colère du père. La jeune fille continuait de courir. Seulement, elle ne voyait pas grand-chose, trop aveuglée par son voile blanc de mariée. Et là, brusquement, elle glissa et tomba dans un profond précipice. Lorsque M. Armand comprit ce qui venait de se passer, il fut dévasté par une tristesse si immense qu'aujourd'hui, ses larmes coulent encore sur le voile de mariée de sa fille qui, durant la chute de cette dernière, était restée accrochée à une branche d'arbre. Cette légende très connue sur l'île de la Réunion a donné son nom à une cascade située à l'est de l'île dans le cirque de Salazie, à proximité du village de Helbourg. Cette magnifique cascade, appelée le voile de la mariée, est une des plus célèbres de l'île et peut être aperçue depuis la route. Et chaque année, ce lieu attire de nombreux visiteurs.
très petit, tel un gnome, mais d'allure humaine. Cet être étrange qu'on surnomme le baclou nous vient de la Guyane. Ce petit monstre n'apparaît pas comme par enchantement. Il est conçu dans le but de s'enrichir ou de nuire à autrui. Les secrets de sa création sont assez curieuses. Elle se déroule généralement à la période de Pâques jusqu'au vendredi saint, jour de sa naissance. Durant 7 jours, il faut couver un œuf de poule sous ses aisselles tout en récitant des incantations. Après tout ce rituel, on devient alors son propriétaire et on doit le nourrir. Tel un génie, il réalisera les désirs de son maître. Ainsi, il paraît que dans le but de faire prospérer leur commerce, certains dissimuleraient l'une de ces créatures sous le comptoir. Et si le propriétaire d'un baclou décidait au bout de quelque temps de se passer de ses services, la créature pourrait bien lui réclamer l'âme d'un des membres de sa famille en échange. Nous sommes en début de soirée à Kourou, en Guyane. Un enfant âgé de 2 ans environ est assis seul sur le trottoir, en pleurs. Une jeune femme passant par là l'aperçoit. Surprise et inquiète, elle le prend dans ses bras et part aussitôt avec lui à la recherche de ses parents. Elle longe la rue déserte et sombre, mais plus elle avance, plus l'enfant devient difficile à porter. Elle a la sensation qu'il s'alourdit au fil de ses pas. Finalement, elle arrive à proximité d'un commerce ouvert. L'endroit est éclairé, elle s'en approche. Brusquement, dans un élan de frayeur, elle laisse tomber l'enfant qu'elle tenait jusqu'alors dans ses bras. La lumière émise par le commerce lui a en effet permis d'entrevoir le visage de celui-ci, un petit monstre malfaisant et hideux, un baclou. Bien sûr, ce jour-là, elle prit ses jambes à son cou et s'empressa d'aller raconter sa mésaventure. Quelques établissements scolaires de Guyane seraient le théâtre d'un phénomène bizarre. En mars 2019, les jeunes filles d'un collège ont eu un étrange comportement. En effet, ces élèves ont été prises de violentes crises d'hystérie où elles se mettaient à hurler sans raison, à courir dans tous les sens ou se jeter au sol. Plusieurs personnes ont dû intervenir pour tenter de les maîtriser, et le principal du collège a dû fermer l'établissement quelques jours. Le nom donné à ce curieux phénomène est la crise de baclou. Il paraît que cette sorte de transe serait un envoûtement dû à cet être maléfique, le baclou. On est en Martinique dans la nuit du 18 au 19 février 1965 au premier étage d'un immeuble situé 21 rue Alexandre Trissot au Terre-Saint-Ville à Fort-de-France. Dans sa salle de bain, un homme d'une 60aine d'années environ se balance au bout d'une corde faite de 7 cravates de couleurs différentes. Ce dernier vient de mettre fin à sa vie. Mais pourquoi s'est-il suicidé? L'homme, avant de se pendre, a laissé une lettre dans laquelle il dit « J'ai fait du mal à 402 personnes et je le regrette. » Pourquoi a-t-il écrit ça? Qui sont ces personnes à qui il a fait du mal? En réalité, cet homme était considéré à l'époque comme l'un des plus grands cambraseurs de la Martinique. Il s'appelait Gaston Faustin Oma, mais on le surnommait Grands Ongles.
Ce drôle de surnom lui fut donné car l'ongle de son petit doigt était particulièrement grand. Quand l'homme déambulait dans les rues de Fort-de-France, l'ambiance devenait étrangement pesante. On pouvait lire l'angoisse dans les yeux de la plupart des gens. En plus de son physique imposant et de son charisme indéniable, l'homme avait un style bien particulier. Très élégamment habillé en costume-cravate, il portait aussi une canne à son bras, une canne à pommeau d'argent qu'il ne quittait jamais. Tout chez lui était spécial, il fascinait autant qu'il effrayait. Sa façon de marcher, son air dominateur. Beaucoup préféraient changer de trottoir plutôt que de croiser son regard. Il possédait aussi une montre à gousset. Par moments, l'homme s'arrêtait brusquement de marcher, dégageait le revers de sa veste et sortait d'une manière théâtrale l'objet de la poche de son gilet pour lire l'heure. Gaston Faustin Oma est né au Gros-Morne le 12 juin 1903. L'homme ne roulait pas sur l'or au début et est même passé par la case prison durant quelques années. Puis finalement, il est devenu Grand-Ongle, l'un des plus grands quimboiseurs de l'île. Sa réputation n'était plus à faire et le fait qu'il ait fait de la prison a plutôt renforcé celle-ci. Sa clientèle ne cessait d'augmenter et il finit par devenir riche et connu de tous. On dit que ceux qui venaient le consulter ne venaient pas pour des broutilles. Ainsi, on sollicitait parfois ses pouvoirs de sorcier pour éliminer un ennemi. Il paraît même que parmi ses nombreux clients se trouvaient des gens haut placés. Grâce à son succès, l'homme a acquis de nombreux biens immobiliers, notamment au Terre-Saint-Ville et sur d'autres communes de l'île. Le jour de sa mort, c'est sa femme de ménage qui a alerté la police, car elle s'inquiétait. En rentrant dans la maison, et après avoir vérifié chaque pièce, les policiers finissent par le retrouver pendu dans sa salle de bain. De nombreuses personnes furent choquées par l'annonce de son suicide. Il était difficile de comprendre que ce personnage si impressionnant, si charismatique, puisse mettre fin à sa vie de cette manière-là. C'était au temps de l'esclavage sur l'île de la Réunion. Une femme âgée, surnommée Grand-Mère Cale, possédait une immense plantation. Cette femme était laide et effrayante. Propriétaire de nombreux esclaves, elle les traitait avec une cruauté sans nom. La terrible Grand-Mère Cale prenait un malin plaisir à les punir pour un oui ou un non. Elle les fouettait, les obligeait à travailler sans relâche jusqu'à épuisement. Pour mieux avoir le contrôle sur ces derniers, un jour, elle décida de ramener une nouvelle recrue à la plantation, un esclave à qui elle donna le titre de commandeur. Cet homme d'origine malgache, à l'allure imposante et au caractère affirmé, portait le nom de Mafat, ce qui signifie « celui qui tue ». Après quelque temps à la plantation, l'homme put observer la méchanceté avec laquelle cette sorcière traitait ses camarades et ne pouvait plus le tolérer. Un soir, il prit la décision de s'enfuir et devint alors ce qu'on appelle un esclave marron, ou nègre marron en créole. Pour qu'on ne le retrouve pas, il dut aller très loin vers les montagnes. Courageux, il marcha encore et encore durant des jours, jusqu'à ce qu'il découvre un lieu paradisiaque, où il y avait une rivière gorgée de poissons et autres crustacés, ainsi que des arbres fruitiers. L'homme comprit qu'il fallait rebrousser chemin et prévenir les autres. Son objectif étant de les arracher des griffes de cette affreuse vieille femme, et qu'ils goûtent enfin à la liberté. Ce paradis perdu serait leur nouveau refuge, et vu l'inaccessibilité de l'endroit, ils y seraient en sécurité. Mais ils savaient que cette mission serait rude. Mafat revint à la propriété en pleine nuit. Il raconta à ses collègues ce qu'il avait trouvé durant son marronnage, et leur annonça son plan. Tous les esclaves étaient prêts à suivre son idée, quitte à risquer leur vie pour la liberté. C'était préférable à leurs conditions ignobles dans la plantation de cette vieille sorcière. Leur décision était donc prise, ils s'enfuiraient tous ensemble. Pour détourner l'attention,
Ils mirent feu à l'habitation et s'évadèrent. Malheureusement, il y avait un traître parmi eux qui n'hésita pas à les dénoncer, car c'était un lâche qui avait bien trop peur de grand-mère Cale. Celle-ci envoyait alors des hommes armés à leur poursuite. Les fugitifs furent traqués et ramenés, certains vivants, d'autres malheureusement morts. Mafat réussit tout de même à s'échapper, et l'homme rempli de haine n'avait qu'une idée en tête, la vengeance. Il décida que cette femme ne ferait plus de mal à personne et qu'il la tuerait. Mafat connaissait bien les plantes et leurs pouvoirs multiples. Il en cueillit quelques-unes et prépara donc une sorte de mélange avec celle-ci. Le poison fut remis à l'une des esclaves de maison qui la servit à grand-mère Cale. Pensant que c'était de l'eau, elle avala la potion en une traite. Tout à coup, la vieille femme commença à se tordre de douleur. Elle se mit à crier et dans le même instant, se métamorphosa en un grand oiseau noir qui s'envola dans les bois en poussant un hurlement sinistre. Après sa transformation, elle eut désormais pour punition de prévenir les familles à l'approche d'un malheur. Tous les esclaves ainsi libérés prirent la direction des montagnes et se réfugièrent dans ce petit coin de paradis que leur courageux chef de clan avait déniché. D'ailleurs, aujourd'hui, ce lieu porte son nom. Il fait partie des 3 grands cirques naturels de la Réunion et s'appelle le cirque de Mafat. Nous sommes en Martinique, à Fort-de-France, dans le quartier de Ravine-Bouilly. Il est plus de minuit et la nuit est paisible. Dans une des maisons du quartier, un couple et ses 2 enfants dorment profondément. Il est maintenant 1h30 du matin et le père de famille se réveille. L'homme a soif. Il décide donc d'aller prendre un verre d'eau dans la cuisine. Encore endormi, celui-ci n'a qu'une seule hâte, c'est de retrouver son lit. Alors après avoir étanché sa soif, sans attendre, il se dirige droit vers la chambre à coucher. Seulement, un bruit étrange venant de l'extérieur l'arrête dans son élan. Curieux, malgré sa fatigue, il décide de jeter un coup d'œil. Il s'avance doucement vers la fenêtre et regarde discrètement à travers les persiennes. Et là, dehors, à quelques mètres, il voit un homme. Celui-ci ne bouge pas. Il fait sombre, mais le père de famille reconnaît tout de même son voisin, un homme d'une 40aine d'années qui habite dans la maison d'en face. Il s'interroge et se demande ce que ce dernier peut bien trafiquer à une heure si tardive. Il continue à l'observer et soudain, devant ses yeux, celui-ci se met à s'agiter d'une façon étrange. Puis il y a son visage qui semble se déformer au fil des secondes. C'est effrayant. Il s'allonge de plus en plus. Ce n'est plus un visage humain, mais plutôt la gueule d'un animal. L'homme est en train de littéralement se métamorphoser sous le regard ahuri du père de famille. Terrifié au plus haut point, ce dernier se précipite vers la chambre pour prévenir sa femme, qui dort encore très profondément. Il tente alors de l'extirper de son sommeil en la secouant vivement et en lui disant d'une voix tremblante « Levez, levez, vini sa qui qu'a passé. Lève-toi, lève-toi, viens voir ce qui se passe. » La femme, surprise par le réveil brutal de son mari, décide de le suivre sans broncher dans le salon. Tous 2 s'approchent de la fenêtre. Et là, ils assistent à un spectacle effarant, car l'homme continue à se transformer lentement. Et bientôt ce dernier se retrouve à 4 pattes. Ses membres supérieurs et inférieurs semblent prendre une autre forme eux aussi. Comme sa tête, ils ne sont plus du tout humains. Ce sont les 4 pattes d'un animal, d'un gros chien. Le couple est horrifié, leur voisin s'est littéralement métamorphosé en pleine nuit. Et bientôt, cette étrange créature là dehors fait pivoter sa tête en direction de leur fenêtre, les yeux fixes, brillants dans la nuit noire. Puis, quelques instants après, il s'éloigne et s'évapore dans l'obscurité. Ce que ce couple a aperçu durant cette nuit-là
porte un nom, c'est ce qu'on appelle en créole un morphoisé, qui vient du mot métamorphose. Comme le dorlis et le soukounian, cette créature fait partie des légendes antillaises. En Martinique, on dit que le morphoisé est un homme mal intentionné, qui utiliserait des pratiques occultes afin d'obtenir le pouvoir de se transformer en chien. On dit aussi que si cette créature ne retrouvait pas sa forme humaine avant le lever du soleil, celle-ci pourrait bien rester dans le corps d'un animal toute sa vie. En tout cas, si par hasard un soir tu croisais un morphoisé, évite de le fixer et surtout, fuis le plus vite possible. Nous sommes en septembre 1858 en Guyane, 10 ans après que l'esclavage ait été aboli. Pour relancer l'économie, la Guyane, comme d'autres colonies, fait appel à une main-d'œuvre étrangère, venant de l'Inde et d'Afrique. Un homme appelé Djambo fait partie de cette main-d'œuvre. Il vient d'arriver sur le territoire guyanais. Il a une trentaine d'années environ. Il vient du Gabon et appartient à la tribu des Rongou. Physiquement, l'homme est très musclé, mais pas très grand de taille. Ses dents de devant sont limées selon la coutume de sa tribu. Il a aussi un tatouage sur le torse, ainsi que de nombreuses cicatrices sur le corps. Depuis son arrivée en Guyane, ce dernier ne semble pas très coopératif, et bientôt il se montre violent et commet de nombreux vols. Mais il est très vite mis sous les verrous et condamné à 3 mois de prison pour coups et blessures, vol et vagabondage. Nous sommes le 28 janvier 1860. Djambo est incarcéré à la prison de Cayenne. Seulement l'homme réussit tout de même à s'évader. Certains disent que c'est sa force physique et ses connaissances en magie qui l'auraient aidé à son évasion. Il se cache dans la forêt et très vite, il commence à s'en prendre aux habitants, s'attaquant violemment à eux pour les voler. Puis, dans la foulée, il se met à violer des femmes et commettre des meurtres. Il se joue des autorités depuis 1 an et demi maintenant, et ceux-ci n'ont toujours pas réussi à arrêter le criminel. La cavale sanglante de Djambo continue provoquant une terreur immense chez les Guyanais. Aussi, l'homme semble invulnérable, et la plupart des gens le considèrent comme une sorte de démon ou de sorcier doté de pouvoirs surnaturels lui permettant de commettre des crimes sans jamais se faire attraper. Nous sommes non loin de l'habitation du Grand Beauregard. Là-bas, 3 corps sont retrouvés. Une femme nommée Marceline Victor ainsi que ses 2 enfants, une petite fille et un petit garçon âgé de 10 mois. La scène est horrible. La mère a été frappée à coups de sabre au visage, ainsi que le bébé, et la petite fille a eu la tête fracassée sur un rocher. La population n'en peut plus. Alors on organise des battues, mais sans succès. Finalement, la tête du bandit est mise à prix. Nous sommes le 6 juin 1861. Il est environ 2 heures du matin. 2 immigrants de la même tribu que Djambo ont trouvé le criminel en train de se faufiler dans l'habitation où ils sont employés. Djambo, en essayant de s'enfuir, se fait tirer dessus avec un fusil à plomb. Le criminel se retourne et avec son sabre s'attaque aux employés, mais ces derniers arrivent finalement à le maîtriser. Mais il ne se laisse pas faire et tente de résister. Malheureusement pour lui, ses 2 adversaires ont gagné la partie. Ils le ligotent et sont prêts à le livrer à la justice. Les habitants apprennent très vite la nouvelle de l'arrestation de Djambo. Et bien sûr, tout le monde est content et soulagé que l'homme soit mis sous les verrous. Les 2 employés qui l'ont capturé sont remerciés et récompensés. Ils reçoivent 1000 francs chacun. Djambo, de son côté, est jugé et condamné à mort. Nous sommes le 14 janvier 1862. Il est amené devant la guillotine sur la place du marché de Cayenne. Une foule de personnes est là debout attendant impatiemment son exécution. L'homme a l'air complètement indifférent à tout ce qui se passe autour de lui. Et lorsque le révérend Guyodot tente de l'amener à se repentir en lui parlant du royaume de Dieu, brusquement, Djambo lui dit ces mots en créole. D'abord, pis ça si bon, pour qui ça, t'as pas qu'à prendre mon place. D'abord, puisque c'est si bon, pourquoi ne prends-tu pas ma place? Il est 6h30. Djambo est guillotiné, c'en est fini du criminel qu'on croyait invincible. Après sa mort, sa tête est conservée dans l'amphithéâtre de l'hôpital de Cayenne,
et ceux qui n'avaient pu être présents à son exécution ont pu encore la voir pendant longtemps. Située en Guadeloupe, sur la route entre Saint-François et Le Mont, cette habitation construite au XIXe siècle serait sortie des ateliers Eiffel. Elle appartenait à une exploitation sucrière fondée par le comte Hector Parisis de Zévalos. Elle eut ensuite d'autres propriétaires. On raconte qu'à l'époque, une famille s'y était installée et que la fille du propriétaire aura eu une histoire d'amour avec l'un des esclaves de son père et serait tombée enceinte de lui. Suite à ça, le père, totalement opposé à cette union, tua l'esclave. La jeune fille, complètement désespérée, se serait ôté la vie. Les autres esclaves se révoltèrent contre le maître et le tuèrent, mais ces derniers ont été éliminés l'un après l'autre par les fils du maître qui avaient décidé de se venger. La légende dit que cette bâtisse serait hantée et que parfois la nuit, on entendrait des cris d'esclaves et des bruits de chaînes qu'on traîne. Parfois, des incendies surviendraient brusquement. Pourtant, lorsque les pompiers arrivent, il n'y a plus de feu, alors que les voisins témoignent du contraire. Il paraît même qu'une fois, durant la nuit, un cheval blanc aurait été aperçu dans la cour. L'un des nombreux propriétaires a avoué avoir entendu des bruits de pas, vu des objets qui bougeaient tout seuls et des traces de sang apparaissant sur la pelouse. Une nuit, voyant la demeure occupée par des squatteurs, des policiers s'y sont rendus et ont dû fuir totalement effrayés par ceux qu'ils y ont vus. L'histoire date de plusieurs années et se passe à la Martinique, dans la commune du Lorrain. Un couple s'engouffre dans une 4x4 noire. Nous sommes en début de semaine, ces derniers ont passé le week-end ensemble, mais ce jour-là, l'homme doit déposer sa petite amie à son travail, situé à Fort-de-France. Elle commence très tôt donc, il est environ 3 heures du matin lorsque le couple s'en va. Sur la route de campagne où il s'engage, il n'y a pas un chat et la nuit est encore bien présente et sombre. Ça fait déjà quelques minutes qu'ils roulent, ils discutent, parlent de tout et de rien. Entre-temps, la femme s'assoupit un peu. Soudain, le regard de son petit ami se pose sur quelque chose, ou plutôt quelqu'un au loin arrêté sur le bord de la route. Il est surpris, car en regardant bien, cette personne n'a pas l'air d'un adulte. Au contraire, sa petite carrure et sa taille, pas plus d'1,10 m environ. En plus, il fait quand même nuit, l'endroit est désert et sa présence est plus qu'étrange. Inquiet, l'homme décide de réveiller sa petite amie. Il la secoue un peu,
Elle ouvre grand les yeux, l'air perdu, et lui demande ce qui se passe. « Regarde, on dirait un enfant. »« Où ça ?»« Là, à droite, sur le bord de la route. » La jeune femme observe et s'écrie. « Oh non, c'est pas normal, accélère s'il te plaît, il ne faut surtout pas qu'on s'éternise ici. » Mais on devrait quand même lui demander ce qu'il fait là, il est tout seul. « Je te dis qu'il ne faut pas qu'on s'arrête, t'es fou ou quoi? Cette chose n'est sûrement pas un enfant. Mais qu'est-ce que t'en sais? »« Je ne sais pas ce que c'est, et je ne veux surtout pas le savoir, répond-elle agacée. L'homme insiste tout de même, et malgré les recommandations de sa petite amie, il décide de ralentir. La voiture continue d'avancer lentement jusqu'à l'enfant et s'arrête à sa hauteur. La femme insiste pour s'en aller, mais l'homme n'écoute pas. Le mystérieux personnage est de dos, donc ils ne peuvent pas voir son visage. De plus, étrangement, il n'a aucune réaction, il semble figé. L'homme entreprend alors de baisser sa vitre et l'interpelle. Il lui demande ce qu'il fait là. L'enfant, ou du moins ce qu'il croit être un enfant, ne lui répond pas. Il reste toujours prostré. La jeune femme a peur et commence à s'impatienter. Soudain, lentement, il se retourne et lorsque le couple le voit de face, il se met à trembler terrorisé par ses deux grands yeux flamboyants, presque rouges qui les fixent. L'homme tente de redémarrer la voiture, non sans difficulté. Le couple était tellement effrayé qu'ils ont filé à toute vitesse sans jamais se retourner, certains que ce qu'ils ont vu cette nuit-là était tout sauf un enfant. D'ailleurs, il paraît qu'à la même période, cette créature aurait été aperçue sur d'autres communes de l'île. On raconte qu'une jeune femme revenant d'une sortie en boîte de nuit, aux environs de 4 heures du matin, aurait eu la mauvaise surprise de croiser cette chose devant la porte de chez elle. Quand elle l'aperçoit courageusement, et malgré sa peur, elle descend de sa voiture et se met à l'injurier si violemment que la chose finit par disparaître.